cours de sociaux, un jour, on se dit, on papote, tu vois? On bavarde au fond de la classe, parce que la socio, c'est pas non plus tout le temps passionnant et il me dit, «Eh mec, c'est quoi ton objectif dans la vie plus tard et tout?» Je dis: «Bah ouais, moi j'aimerais bien, gagner bien ma vie et tout, je sais pas, tu vois, kiffer la vie quoi». Il fait: «Ah ouais, moi, j'aimerais bien être milliardaire», il me dit. Pas millionnaire, hein, il me dit: «Milliardaire». Bah Multi-milliardaire. évidemment, évidemment, tant qu'à faire. Il fait: «Ah ouais, je fais: «Vas-y, moi ça me chauffe et tout» et il fait: «Bah Comment tu sais comment on quoi?» fait? Et il me On dit: va «Mais tu sais chercher quoi sur mec? Un YouTube. jour on monte une boîte ensemble et on se tape la main comme ça, tu vois, à 19 ans, sur les bancs de l'université». Il me l'a bien rappelé, 8 ans plus tard quand on s'est recroisés avant d'aller Ouais. en Thaïlande et donc c'est pour l'anecdote mais c'est comme ça qu'on a monté, Ah cette ouais. boîte, c'est quand, quand lui il a décidé d'aller chercher son milliard. Théo, bonjour, bienvenue sur Origine. Bonjour, merci de me recevoir. Tu es de Paris? Oui, Ouais. Tu as grandi, vécu à Paris? je suis né à l'ouest, grandi à l'est, si tu veux être très OK. précis même. Genre mur de Berlin, c'est ça? Il y a des conceptions importantes à Paris, sur l'est et l'ouest. C'est vrai, pourquoi? Bah, parce que tu peux remarquer des petites, comment dire? Singularités en fonction de là où tu as grandi. Non, je déconne, en vrai, tu es parisien, point barre. Tu sais, je regardais un rien à voir en tout cas avec ce dont on va discuter, mais je regardais un enregistrement de l'ENA. OK. Enfin pas de l'ENA, de l'Institut, audiovisuel français là et ils ont enregistré, des Parisiens dans différents arrondissements et les mecs arrivaient à capter en tout cas des singularités dans les accents. Mais bon, je pense que ça s'est Ah OK, perdu, juste l'accent, ouais, ouais, juste l'accent, tu es du 6e, tu es du 9e, tu es du tu pourrais 2e. élargir après sur la personnalité, les centres d'intérêt, l'ambition, Ouais, pas mal de thématiques. exact. Qu'est-ce qui te plaît à Paris? Pour être honnête, moi, j'ai délocalisé beaucoup dans ma vie, hors de France même, et maintenant je suis tombé amoureux du sud-ouest, OK, donc je suis plutôt, entre, Biarritz et Paris maintenant, OK. même si c'est une phrase complètement horrible à dire. Pourquoi? C'est le côté surf, c'est le côté atlantique, Alors ouais, je suis piqué de surf, mais c'est aussi, là-bas, je trouve des choses que je trouve pas à Paris et inversement et donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore choisi, en fait. OK, Si j'allais rester à Paris, qui a énormément d'atouts, ouais, mais aussi, en fait, la vie, dans d'autres endroits, ça t'apporte d'autres trucs donc pour l'instant, j'ai trouvé un combo où je fais, 2 semaines ouais, et c'est pas désagréable. OK. Est-ce que tu peux te présenter? Me dire qui tu es, ce que tu fais? Bah, je m'appelle Théo Pascard, j'ai 34 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, joyeux anniversaire. Et on est bien aujourd'hui là pour mon anniversaire. Ouais. J'ai monté plusieurs boîtes après avoir fait une petite carrière dans le marketing et aujourd'hui, bah, du coup, je m'attelle à développer toutes ces entreprises, donc on peut dire que je suis entrepreneur Ouais. et j'ai la ferme intention de le rester, Ça te plaît, entrepreneur? bah, je pense que tu verras pas grand monde qui a mis les doigts dedans, qui te dira qu'ils aiment pas. En général, tu deviens entrepreneur, plein de motivation, mais c'est passionnant. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, on m'a enfin, je me voyais vraiment devenir entrepreneur depuis longtemps et il y a pas un seul jour Tu où regrettes? je regrette, ouais. Ce sont des valeurs que tu aimes véhiculer ou que tu as en tout cas depuis que tu es petit? Comme par exemple, l'exploration, la liberté, Ouais, peut-être financière, géographique? moi, je le vois plus en termes de, traits de personnalité. Il y a des gens, par exemple, qui aiment plus ou moins, le risque, tester des choses et cetera et donc bah, forcément, tu es un peu triste quand tu es dans une entreprise conventionnelle parce que c'est pas fait pour ça. Ouais. C'est fait juste pour, continuer à faire ce qui fonctionne et voilà et l'entreprise se porte très bien comme ça. Donc moi, j'étais pas très heureux dans des grosses boîtes comme ça et j'ai jamais tenu plus de 2 ans et jusqu'au jour où j'ai décidé de me lancer et là, c'est vrai que du coup, c'est le freestyle total, Ouais. mais par contre, tu as les avantages qui vont avec. C'est en ce qui me concerne, moi, un espèce de sentiment d'aventure, en fait et Ouais. c'est ça qui me motive, moi. Je pense que l'impression générale par rapport aux entrepreneurs, c'est qu'ils ont de la liberté, de l'indépendance, mais ça vient aussi avec son lot de contraintes, Ouais. peut-être d'obstacles, que ça soit sur les ressources humaines, ça peut bien se passer ou mal se passer également. Exemple choisi au hasard. Des contraintes fiscales, de comptabilité, Ouais, de responsabilité administrative. Comment tu le est-ce que tu as eu des bah, faut être prêt à ramasser devant sa porte une pile de problèmes tous les matins, ça, c'est une certitude. Il faut être OK avec ça. Tu en as d'autres qui vont dire que tu travailles beaucoup, c'est pas forcément toujours vrai, tu travailles, forcément au moins autant que ce que tu travaillais avant. ouais, Hem, mais encore une fois, il faut te poser les bonnes questions de pourquoi tu fais ça
Moi, je me rappelle, tous les jours la liberté notamment, heu, géographique, de temps et cetera que ça me donne et les responsabilités que je paye en contrepartie Ouais. et pour moi, c'est un équilibre qui me convient, mais évidemment, ça correspond pas à tout le monde. C'est pour ça que tu vas avoir des gens qui assez rapidement, je me rappellerai toujours mon premier programme d'incubation que j'ai fait avec, Innovact, je les salue d'ailleurs aujourd'hui. On est rentré, on devait être une quinzaine de projets. Je pense qu'après, 15-18 mois, on était le seul projet encore en vie, tu vois? OK. Et ça montre à quel point aussi les gens doivent faire ça au début pour les bonnes raisons et sinon tu vas vite te rendre compte de toute façon que c'est pas pour toi. Ouais. OK. Ouais, je pense que c'est l'appétit du risque, de tester quelque chose sur le marché qui peut-être ne va pas fonctionner. Ça va Généralement, souvent pas fonctionner d'ailleurs. on a l'impression que son produit, a un potentiel énorme, mais on se confronte à la réalité du marché. C'est sûr. En général, tu es passionné par un sujet à la base et tu as envie de l'apporter aux autres, d'amener ton idée à sa concrétisation. Ouais, C'est pour ça que tu as ce côté, je crée quelque chose en fait, souvent d'une page blanche et c'est extrêmement satisfaisant déjà je pense pour plein de gens. ouais, Mais, après, viennent les comment dire? La réalisation bien sûr. de ce que ça vaut vraiment et Ouais, c'est plus ou moins facile à accepter d'ailleurs. ouais, Mais parfois le plus vite, le mieux d'ailleurs. Tu bien des gens sûr. moi je me suis toujours promis que quand je lançais des boîtes, je voulais surtout pas qu'elles vivotent. Ouais, Il y a rien de pire qu'en fait une boîte, elle gagne pas beaucoup d'argent, elle est pas nulle, mais elle est au milieu, tu vois? ouais. Une espèce de zone de flottaison un peu, pas terrible. Et ça, c'est le pire piège parce qu'en fait, tu risques de rester là pendant des années sur un truc qui en fait, fonctionnera jamais vraiment et t'offrira jamais ce que tu es venu chercher à la base Ce que tu dis, c'est que l'entrepreneur doit se lancer le plus rapidement possible pour, et échouer vite. échouer vite, pour se Ouais, rendre compte si son produit est quelque chose qui a une place sur le marché. ouais. Je J'ai pense que moi, j'ai pas réussi à échouer assez vite sur certains trucs, tu vois? Ouais, Et j'aurais préféré que ça échoue plus vite parce que du coup, tu peux passer à la suite, tu gardes du temps, de l'énergie, tu as un capital, tu vois, énergie dans l'entrepreneuriat. Je pense, tu peux pas accumuler trop d'échecs non plus dans ta life. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde aurait sa limite. Mais, ouais, échouer vite, c'est bien, c'est positif, je pense. ouais. C'est pas très valorisé en France pour le coup. Non, c'est vrai. C'est plus la culture, start-up nation un peu américaine ou même anglaise, aller Bah, d'échec en échec sans perdre de son enthousiasme. je pense que s'il y a des entrepreneurs qui écoutent le podcast, ils connaissent le concept du fake it until you make it. C'est qu'au début, tu as absolument pas encore accompli toute ta vision. Ouais, Tu as des bouts de trucs à gauche, à droite, ça tient, c'est bancal, c'est une espèce de château de cartes quoi, ouais, que tu essayes de solidifier progressivement par le bas, tu vois? bien sûr. Et au début, bah, tu es un peu obligé d'exagérer, de mentir, mais en fait, tu sais que la fameuse question, quand tu es à Noël et que ta famille te demande: «Bon et comment ça va ton entreprise?» Tu es là: «Ouais, ouais, ça va, ça va». Alors que toi, Pas tu es en du tout. train de tout tenir comme ça en mode: «Oh Ouais, putain, c'est je sais pas clair. ce qui va se passer». Je le vois ça en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps où on souhaite devenir entrepreneur, parce qu'il y a des valeurs dans l'entrepreneuriat qu'on aime porter et après Ouais, la question cruciale, mais c'est: «Qu'est-ce que je vends?» Et généralement, je pense que l'entrepreneur, il va détecter des points de douleur ou des solutions peut-être qui pourraient, être amenées dans sa vie au quotidien. ouais. C'est-à-dire je vis et je remarque que, par exemple, ma machine à café met trop de temps à faire du café ou que j'ai du mal à sortir mes poubelles, tu vois? J'ai l'impression que l'entrepreneur, c'est détecter des petits problèmes dans la vie quotidienne et trouver des solutions. Ah, faut pas que ce soit Mais trop petit le problème, sinon en général ça devient un problème pour toi puisque, bah, le voilà, problème est c'est pas ça assez le gros. truc. Mais tu as raison, ça part souvent d'un problème, c'est souvent un problème que l'entrepreneur il a rencontré lui-même. Oui, En fait, tu as des exemples célèbres, Uber ou des boîtes comme ça, ils sont nés d'un problème que le fondateur il a rencontré et puis, du coup, il s'est dit: «Bah, je vais le résoudre ce problème», tu vois? ouais, Et bah, parfois tu te rends compte que ce problème il s'applique qu'à toi et oui, donc bah, en fait, tu auras c'est jamais ça. vraiment une entreprise Ouais, et si effectivement ce problème il est vécu par d'autres gens, bah, c'est peut être le point de départ d'une belle histoire, ouais. ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de faire des études marketing. Ça semble très théorique sur le papier, mais c'est de se rendre compte finalement avec ta cœur de cible, est-ce que le problème que tu rencontres est un problème que ta cœur de cible rencontre? Est-ce qu'ils sont prêts à payer en tout cas pour résoudre ce problème? Ça, c'est intéressant le point dont tu parles, l'étude marketing. Tout le monde ou tout le playbook de l'entrepreneur est ce qu'on va t'apprendre dans des incubateurs, des structures comme ça, c'est OK, il faut faire son étude de marché avant de te lancer. Donc tu vas passer parfois des mois à faire, des interviews, regarder des chiffres sur Google, Ouais, maintenant sur les LLM, ChatGPT, Perplexity pour faire un beau dossier qui explique à quel point le marché est énorme ouais, et ton problème, si tu le résous, tu vas faire de l'argent et cetera, tu vois? Moi, je trouve que souvent, c'est un exercice qui est pas très bien fait parce qu'en fait, ça reste un exercice très théorique, tu vois? Et c'est normal parce qu'à ce moment-là, tu as pas de produit, tu as pas de service, donc tu peux pas tester vraiment ton idée. Tu vas ouais, juste essayer d'approcher le marché et de te dire si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Le problème, c'est qu'on oublie souvent les gens sont souvent passionnés de leur idée
du problème qu'ils essaient de résoudre, mais ils sont moins passionnés par le fait de comment je vais faire de l'argent avec ça. Ouais. En fait, quand on monte une entreprise, on monte une entreprise. On monte pas une association, on monte pas une ONG. Oui. Qu'en fait, le sujet de comment je vais faire de l'argent, c'est crucial, tu vois? Et on oublie toujours juste de poser la question en plus de: «Est-ce que vous payeriez pour ça?» tu vois? Mmh. Donc s'il y a des gens qui font des études de marché en ce moment et qui nous regardent, je vous invite à poser cette question parce qu'elle est sûrement c'est peut-être la plus importante, en fait, de toute votre étude de marché. Bien sûr. Je pense que c'est important, ouais. Mmh. Est-ce que tu es à la tête de 2 business en ce moment? Est-ce que tu peux en parler? Comment ça s'appelle et qu'est-ce que Ouais, tu fais? donc j'ai monté en 2020 une entreprise qui s'appelle Myriad qui fait de la santé mentale en entreprise. On l'a créée pendant le covid et du coup, Ouais, on a créé beaucoup de choses qui sont liées, à cette période-là. Et depuis 2024, on a monté un studio de développeurs et startup studio qui s'appelle Zetos, OK, qui veut dire Zero to One Studio. Donc je OK, pense que tout est dans le titre. C'est comment tu accompagnes des entrepreneurs à passer de l'idée à ouais, la concrétisation et donc à ton produit. OK. Alors si on fait un zoom, sur la première re entreprise, Myriad, Ouais. déjà pourquoi ce nom? Alors Myriad, tu veux essayer de deviner? A myriad of en anglais, un plein de, est-ce que ça vient de là? Ah, ouais, le mot il existe aussi en anglais Ouais, effectivement, mais c'est plus myriade dans le sens c'est le même en français, mais ça s'écrit différemment. Ça veut dire une myriade de quelque chose, c'est beaucoup de quelque chose. oui, bah, en anglais, c'est la même chose. Voilà Voilà, ce que je voulais dire. exactement et donc c'est le même mot et en fait, l'idée initiale de Myriad, c'était de se dire: «OK, on veut accompagner» on avait monté une autre entreprise encore avant qui faisait, de la médecine préventive et cetera. Ouais, On s'attachait à comment on peut prévenir les maladies en gros. C'était très médical OK, et du coup sur Myriad, on s'est dit: «OK, on va plutôt s'intéresser aux entreprises qu'on pense a un rôle à jouer, mais qui sont pas armées pour le faire» et donc on va essayer de réunir une myriade de possibilités pour le bien-être, la santé mentale des collaborateurs dans une seule solution. Donc d'accord, ça leur faisait une solution clé en main à déployer dans leurs entreprises. OK. C'était ça l'idée initiale de Myriad. Santé mentale en entreprise, pour les employés, les managers? Pour Qu'est-ce tout le monde. à quoi tu t'attaches exactement? Je veux dire, quel problème tu résous? Le Bah, burn-out, le stress, si je vous refais l'historique, en gros, la santé mentale, ça a pris un gros coup de projecteur en 2020 avec le Covid, le télétravail généralisé, et cetera. Ça dépend forcément des métiers et du quotidien de travail des gens, mais en gros, le problème il a toujours été là, hein, c'est pour ça qu'on a créé depuis France Télécom les lignes de soins psychologiques, qu'on a essayé de renforcer en gros les obligations de l'entreprise par rapport à ça et nous on s'est dit: «On va essayer plutôt de se dire: "OK, comment on peut rendre déjà le sujet moins tabou?" oui, Il y a d'autres entreprises qui se sont lancées aussi comme nous à l'époque, en 2019-2020-2021, et du coup, on essayait tous de résoudre le même problème, c'est un sujet pour tout le monde. Tu trouveras pas une seule personne, et surtout un seul RH en France pour te dire que c'est pas important. Mais quand tu leur demandes: «Qu'est-ce que vous faites oui, pour la santé mentale?» et ben là, il se passe vachement moins de trucs. oui, Et en fait, ça illustre bien le fait que tout le monde est d'accord sur le problème, mais par contre personne ne passe à l'action. OK, Et c'est lié à plein de facteurs, hein. Attention, c'est pas la faute des RH et tout. C'est un problème très compliqué, multifactoriel et cetera. Donc nous, on a essayé de créer une plateforme qui amenait plein de solutions différentes, à une échelle individuelle, à une échelle collective, pour les personnes qui doivent gérer des gens au niveau de management, de direction, pour les gens qui sont, tout en bas, qui sont simples employés, cadres ou autres. Et tous ces gens-là, ils avaient différents outils à leur disposition grâce à Myriad. OK. Donc une plateforme de développement personnel sous la forme de formation? Ouais, alors le développement personnel, c'est encore un autre volet, mais tu as Professionnelle, je raison, voulais c'est dire, ouais. ouais, non, mais c'est connecté quand même parce que la parfois la frontière, en fait, entre le pro et perso est un peu, poreuse. Ouais. Tu laisses pas les problèmes du bureau à au bureau quand tu arrives à la maison et Oui, inversement. ouais, Donc ce que ça veut dire, c'est, l'entreprise, elle doit trouver, quelle position elle prend dans tout ça pour aider les gens, quand bien même elle est pas totalement, responsable d'un sujet. OK. Donc nous, en fait, on a créé, par exemple, un catalogue de contenu avec tout un tas de praticiens, professeurs, conférenciers sur des thématiques. On a créé plus de 1 500 podcasts et vidéos, qu'on a mis dans la plateforme. OK. On a créé aussi tout un système de mise en relation à la Doctolib, en fait, où tu as des psychologues, des coachs, des assistantes sociales que tu peux booker sur rendez-vous direct en visio dans l'application. On a créé des événements, des conférences, et tout ça, ça se passait au même endroit dans Myriad. OK. Ça s'attaque aux employés, aux managers, aux RH. C'est Ouais, vraiment tout le staff de l'entreprise. exactement et maintenant, on va avancer un peu si tu veux, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense, dans ton podcast, c'est aussi dire, voilà, ça fait 5 ans, nous, qu'on est sur la boîte. C'est une boîte qui a été très dure à développer commercialement. Comme je te l'ai dit, en fait, je comptais même plus sur certaines années, je pense qu'on a parlé peut-être avec 1000 ou 1 500 RH nouveaux. C'est-à-dire un OK. 1er rendez-vous de découverte, comme on appelle ça, Oui, où tu convaincs un RH de lui expliquer ce que tu fais, tu vois? On en faisait peut-être 1 500 par an, à notre humble niveau, tu vois? Ce qui est beaucoup et
Sauf qu'à la fin, on avait peut-être quelques dizaines de clients, tu vois, en portefeuille. Ça te montre à quel point, en fait, c'est extrêmement compliqué de convaincre des gens, de franchir le pas, de mettre le budget Oui. pour s'intéresser à ce sujet-là, quoi. Donc, j'en reviens à mon propos, initial, tu vois? C'est le problème, il est réel, les gens sont convaincus, mais les gens ne passent pas à l'action. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre ça, te dire que, bah, en fait, c'est peut-être pas si évident que ça, du coup, d'en faire une entreprise. Et nous, on est en plein questionnement, du coup, 5 ans après là-dessus. OK. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue? Exactement, ouais. Ouais. C'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment on a apporté la bonne solution au problème? Est-ce qu'on est, indispensable aussi, sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui le font peut-être différent, mieux que nous? Je peux faire un parallèle sur, les LLM, ChatGPT qui est arrivé depuis maintenant 2 3 ans. Nous, on s'est pris la tête à trouver des créateurs de contenu, à créer des podcasts et des vidéos qu'on allait enregistrer avec des gens, Ouais. comme ce qu'on est en train de faire ici. Tu imagines le temps, l'effort que ça prenait de faire ça? C'était un truc de dingue, quoi. Oui. Et on en était très fiers à l'époque. Et il y a peut-être 1 an, j'ai 2 petits gars, tu vois, qui sont encore ils sont encore en terminale, tu vois? Ils ont 17 ans. Hem Et ils me contactent et ils me font: «Bah, écoute, Théo, on fait un truc dans la santé mentale et tout, on aimerait en parler parce que vous avez lancé ça depuis 3 ans, donc il y a des trucs à voir. Peut-être qu'on peut collaborer ensemble et tout». Les mecs, c'est simple, en 2 semaines, avec un LLM, ils ont créé genre un outil, qui permet en fait d'avoir autant de contenu que tu veux en illimité, personnalisé pour chaque personne en fonction de ton besoin. Oui, Donc tu lui dis: «Je veux une méditation de 5 minutes qui m'aide à mieux dormir», en 10 secondes, tu l'as. absolument. Est-ce que tu vois là où je veux en venir en termes de De est-ce qu'on productivité et de et ouais, en fait, est-ce qu'on a amené la bonne solution? ouais, Est-ce qu'un catalogue de contenu préenregistré, dans notre cas, c'est la bonne solution au problème ouais, qu'on essaie de résoudre? Bah, on est moins convaincus aujourd'hui qu'on l'était qu'il y a 5 ouais. ans, tu vois, sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces LLM, tu augmentes ta productivité, ça te coûte moins cher, tu peux mettre en place du contenu plus rapidement et en plus, il peut être personnalisable. Et dans leur cas, c'est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'ils ont pas à investir sur, des contenus, mais par contre, ils ont un catalogue infini Ouais, qui leur a coûté peut-être proche de 0 € ouais, et qui est personnalisé à l'échelle de l'individu. OK, Tu imagines à quel point la solution, elle est plus puissante que ce que nous on propose avec un ouais, catalogue fixe, tu vois? Sinon puis les gens, ils peuvent aller sur YouTube, tu vois, pour trouver des contenus. Pareil, donc bon, je continue à élaborer là-dessus, tu vois? Donc nous, on s'est rendu compte que la valeur qu'on apportait, elle était essentiellement dans la partie humaine, tu vois? OK, Finalement, la partie collective, les événements, finalement plutôt les rendez-vous, en individuel qu'on pouvait apporter et donc on s'est concentré là-dessus. Hem, mais toujours est-il qu'en fait, et là je vais peut-être passer à la deuxième, Zetos, elle est née de ce constat-là. En fait, on avait, 20 personnes, tu vois, sur, Myriad et une grosse moitié, c'était tous nos profils techniques, tu vois? Sauf qu'au bout de 4 ans, tu l'as pensé, ton équipe, tes idées, on a créé une quantité colossale de fonctionnalités qu'on a dû jeter parce que finalement, elles étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait, mais on a vraiment produit énormément de choses d'un point de vue produit, tu vois? Qu'on a testé, apporté et cetera et au bout d'un moment, on se dit: «Mais attends les gars, on a 10 développeurs, qu'est-ce qu'on leur fait faire en fait?» ouais, Là, on a déjà tout testé, on a un peu fait le tour du sujet, à moins qu'on crée une nouvelle boîte, qu'est-ce qu'on fait? Bah, attends, on peut créer une nouvelle boîte en fait là ouais, et c'est à ce moment-là en fait qu'on a décidé de couper la boîte en 2 OK, et de jouer sur une autre des forces de ce qu'on avait, tu vois, construit. C'est qu'on avait une bête équipe de tech, ouais, de produits. En fait, à certains moments, on n'arrivait pas à leur donner ce qu'on appelle des specs, donc un cahier des charges ou des instructions à faire. Ils avaient déjà livré tout ce qu'on leur avait demandé et donc en fait, eux se tournaient les pouces, si tu veux, ouais, à attendre qu'on leur dise quoi faire oui, et donc c'est là qu'on a créé Zetos parce qu'on s'est d'accord. dit: «OK, non, on va aider d'autres entrepreneurs à éviter de faire les erreurs que nous on a fait». Donc du coup, tu mets fin à leur contrat et tu les réembauches au sein d'une nouvelle structure? Ouais, même pas, ça a été un transfert même, en fait, on a créé une nouvelle entité légale, on a OK, coupé les 2 boîtes. Tu as tous les profils, business, client, chef de projet qui sont restés du coup dans Myriad et toute la partie vraiment tech pure qui est OK. allée dans Zetos et on est reparti de là. Alors avant de partir sur Zetos, Ouais. Myriad, est-ce qu'il y a un point de bascule qui est celui du LLM ou en tout cas d'une renaissance avec l'intelligence artificielle? Je pense que ça amènera des choses, tu sais, quand on parlait beaucoup, un peu peut-être un peu moins maintenant, mais du fait que ChatGPT pourrait remplacer un psychologue. Oui, Ça peut être ton confident. Tu peux lui donner le rôle que tu veux en fait à ChatGPT. Bon après les gens ont confiance ou pas, il y a l'histoire des données et cetera. Mais, oui, je pense qu'il y aura des choses assez ouf qui vont naître basées sur les LLM appliquées à la santé mentale. ouais, Hem, Nous dans notre secteur, toutes les startups qui sont lancées depuis 2020-2021, elles s'y sont intéressées d'une manière
plus ou moins direct, donc personne peut l'ignorer. Mais OK. je sais pas à quoi ça ressemblera, tu vois, dans 5 ans. Ça va aussi beaucoup dépendre de ce que les entreprises attendent finalement et quel rôle elles ont envie de jouer et les startups, elles s'ajusteront à tout ça. Bien sûr. Alors moi, en tout cas, c'est mon cas, mais si j'ai un coup de stress, d'anxiété, un obstacle, que ce soit personnel, même psychologique, je vais me tourner vers ChatGPT. Ah ouais? Ouais. C'est ton confident? Je dirais pas que c'est mon confident, mais je dirais que sur des moments d'insécurité, il peut m'aider, en tout cas à trouver, une voie ou une vérité, en tout cas. Je vais Et pas prendre pour acquis ce qu'il me dit, mais en tout cas, je vais essayer d'avoir son impartialité. c'est un vrai phénomène, hein. Le fait que Chat et il y en a plein d'autres, aussi, on parle de ChatGPT, mais tous les LLM que tu peux avoir sur ton téléphone, sur ton PC et vraiment, la théorie, c'est que ça peut être ton assistant, on va dire, ça peut t'aider à faire plein de trucs, gagner du temps en pro, en perso. Mais il y a des gens qui vont très, très loin dans la relation qu'ils ont avec Oui, ChatGPT. oui, Tu as des gens, par exemple, ils font du sport, ça devient leur confident, ils leur confient, bah, toutes leurs données, leurs trucs, leurs sensations, puis ensuite ChatGPT, il garde tout ça, puis il te oui, te fait un programme d'entraînement sur mesure. oui. Tu as des gens, ils ont des relations probablement, amoureuses avec ChatGPT. Pareil. Je vous invite à voir le film Her, hein, si vous l'avez Ouais, pas vu, mais il vous paraît. comprendrez de quoi je veux parler. Ouais, Franchement, on n'en est pas si loin. ouais. Et je crois qu'en plus, les LLM vont avoir de plus en plus de mémoire. C'est-à-dire, ils vont avoir la capacité de comprendre qui tu es en tant qu'individu. C'est-à-dire, du coup, d'avoir tout l'historique de ta conversation, mais également plus de personnalité. Et quand je dis plus de personnalité, certaines se plaignent que ChatGPT 5 est trop neutre, Ouais. trop objectif, impartial. Tu sais que c'est marrant, on pourrait s'amuser à faire ça, mais moi, il y a quelques jours, je lui ai dit, parce que moi, je lui demande de sauvegarder en mémoire tout ce qu'on fait ensemble. Ouais, Je lui ai dit: «J'ai appelé moi ChatGPT basé sur tout ce que tu as en historique, dis-moi qui je suis», tu vois? oui, Et le portrait qu'il m'a fait de moi, il est incroyable, enfin et il est extrêmement, fidèle, je pense, à ce qu'il a et c'est lui qui met des mots sur des trucs, des oui, comportements, des manières de parler, des manières d'écrire. oui, Moi, je fais beaucoup de voice to text, donc ça lui donne encore plus de matière oui, parce qu'il voit un peu les formulations, le ton de voix et cetera exact. et ouais, c'est assez impressionnant. La dernière fois, je m'amusais à un jeu un peu intéressant dans ma famille. Mon entourage, quasiment tout le monde utilise ChatGPT. Et ChatGPT a une mémoire. Et je Ouais, posais la question en fait à tous les ChatGPT de tout le monde. Selon l'historique de conversation, à ton avis, quel est mon niveau de quotient intellectuel? Et c'est incroyable comme il arrive finalement à cibler. Est-ce que c'est objectif par rapport à une vraie analyse de quotient intellectuel? Certainement non. Mais en tout cas, à trouver finalement les points de force intellectuelle de chaque individu. La façon dont solide. lui parle, le champ lexical, la sémantique, les sujets qui sont abordés. Et ça, c'est hyper Ouais, intéressant. Et comme tu le dis, il y a aussi un problème, je pense, de confidentialité des informations. ouais, ça après chacun peut décider, honnêtement, je trouve que pour l'instant, c'est assez transparent, tu vois? Tu décides de leur confier ou pas et moi, je suis assez OK, sur le principe, mais je comprends que certaines personnes ont envie de garder leurs données pour eux. Mais en tout cas, ouais, pour revenir à ta question initiale, je pense que ce sera un sujet dans plein de domaines. De toute façon, l'IA et cetera. Tu imagines bien que dans l'entrepreneuriat, on parle que de ça depuis 3 ans. Il y a pas un seul projet qui se monte pas avec de l'IA. Hem, on en parlera peut-être après, mais nous, on a monté une émission justement pour les entrepreneurs. Je pense que la Oui, moitié des projets qui viennent à nous, sont, touchés à l'IA ouais. et hem et C'est le voilà. buzzword maintenant. Ouais, S'il n'y a pas IA, mais les venture capital s'y intéressent peu. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des vagues dans tout ça parce qu'en 2016, 17, 18, nous, on montait une boîte qui déjà, parlait d'IA. Ouais, Mais à l'époque, ça n'existait pas les LLM. Donc pour ouais, les gens, l'IA à l'époque, c'était, ouais, de l'intelligence, machin truc, en gros, heu, le il y avait, avant, l'IA, ça existait déjà en fait, les oui, LLM qu'on connaît déjà d'aujourd'hui. Mais juste, c'était pas, grand public et oui, c'était pas aussi simple qu'une fenêtre ChatGPT comme ça oui, l'est aujourd'hui. Et donc l'IA, c'était un mot un peu nébuleux, vaseux, et c'était déjà un buzzword ouais, en 2017 et maintenant c'est revenu, mais sous une forme différente ouais, et c'est marrant de voir comme ça que tu as des modes, sur les mots-clés, qui buzzent dans ouais. l'entrepreneuriat. Blockchain aussi, Ouais, un peu moins en ce moment là, du coup, un tu peu vois, moins, mais ça l'a en été. attendant qu'ils trouvent une nouvelle manière de Ouais, l'exploiter différemment, c'est clair. Alors Zetos, justement, tu as 10 techniciens, 10 développeurs logiciels. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Ils se alors tournent un ouais, peu les pouces. Est-ce qu'on bah, réoriente le business sur du développement, justement? On a une expertise technique, on la met à profit de certains, clients. ouais, je sais pas par quoi commencer en fait, parce que Zetos, c'est vraiment une histoire qui est ultra différente pour nous. En fait, l'histoire, elle commence au moment où je te dis, on a 10 développeurs, on décide: «OK, on va monter une nouvelle boîte et cetera et on va bosser pour les autres, en fait, pour une fois, pas pour nous».
nous qui avons été la baïonnette au fusil, tu vois, en première ligne depuis 7 ans, Ouais. maintenant on va le faire pour les autres, tu vois. Donc on va arriver, mais se mettre en deuxième ligne et on va aider des gens. Je dis: «Bah, comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Je dis: «Bah, nous déjà, ce qu'on connaît bien, on est à Station F, tu vois, donc dans l'entrepreneuriat start-up, très parisien, mais on connaissait aussi des gars, dans le sud-ouest. On essayait aussi un peu, tu vois, de faire des choses différentes et de voir quelle était notre différence. Parce que le développement, c'est ce qu'on appelle un océan rouge. Il y a des centaines, des centaines de milliers de boîtes qui font ça, ne serait-ce qu'en France, quoi. Ouais. Genre, c'est énorme et ils font tous du développement. Mais ils ont tous des petites différences, des particularités. Donc nous, il fallait qu'on trouve les nôtres et on s'est dit: «OK, nous, ce qu'on sait faire, c'est du zero to one déjà. C'est passer de rien à quelque chose», tu vois? Et ça, c'est extrêmement difficile en général. C'est, il faut, un vrai mindset, en tout cas, tu vois, d'entrepreneur pour le faire Ouais. parce que, la plupart des gens qui bossent dans le développement, ils bossent sur un produit qui est déjà là, tu Oui. vois? Et juste, ils vont l'améliorer, l'optimiser et tout. Non, nous, on se dit: «Nous, on va être fort à passer de rien à quelque chose», tu vois? Ouais. Et après, on va s'en occuper d'ailleurs, mais on va aider des gens à passer de l'idée à la concrétisation. Et du coup, on va bosser avec des entrepreneurs plutôt, assez early stage. Ils sont au début, ils se posent des questions et du coup, ils ont besoin aussi de conseils Oui. sur le produit, mais aussi sur le financement et aussi sur, bah, toute la partie sales qui va arriver après. C'est cool d'avoir un super produit, hein, mais particulièrement en France, il y a des très bons produits plein les cimetières. Il y a énormément de super produits qui sont morts parce qu'ils ont pas trouvé leur clientèle, Bien sûr. pas réussi à atteindre, j du coup des clients, en fait. Ouais. Et donc nous, on se dit qu'on va toucher à ces 3 volets-là: le produit, le financement et le go to market, ou le business. Alors je pense qu'il y a un mot-clé très intéressant et on en reparlait, au début de cette conversation, Ouais. la notion de rapidité de go-to-market. Est-ce que dans tes conseils à tes clients, développons rapidement pour mettre en go-to-market et voir la réaction du public avant de continuer le développement et de dépenser des dizaines de milliers d'euros sur le produit? Ouais. Évidemment, tous les produits sont différents parce que si jamais tu veux juste lancer un site web de mise en relation, c'est forcément plus facile, que si tu veux lancer un SaaS d'IA, qui va faire, je sais pas quoi. Donc évidemment, la première question que tu te poses quand tu veux lancer une boîte, c'est: «Comment je définis mon MVP?» Ce qui veut dire minimum viable product. C'est le plus petit possible pour que ça concentre le cœur du réacteur, tu vois? Ouais. Et que tu extrais tous les trucs un peu annexes Oui. qui n'apporteront pas de valeur ou ne t'aideront pas à signer plus de clients. Et donc, tu as un gros travail comme ça d'élagage qui est un peu pour un entrepreneur, c'est un peu comme se couper un bras parce Oui. qu'en fait, toi, tu as ta vision, tu sais ce que tu veux faire à terme, mais tu peux pas pour l'instant. Tu as pas les ressources, financières, le temps et les gens, en fait, pour faire tout ça. Donc Oui. tu dois accepter de faire un truc tout petit au début pour commencer, tu vas mettre le pied à l'étrier. Et donc ça, c'est déjà un gros travail de spécification, de se dire: «OK, sur quoi on va se concentrer au départ pour aller le lancer et en quoi est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment mis que le minimum nécessaire pour avoir un truc qu'on sort vite, bien et qui va Oui. convaincre des gens, en fait, de bosser avec toi», tu vois? Et déjà rien que ça, c'est le point de départ, d'une collab, quoi. C'est ce qu'on appelle le happy pass, Et c'est-à-dire le user flow qui va être, utilisé à 80 de ta cœur de cible. exactement. Et après, tu espères avoir visé juste parce que tu as aussi plein de boîtes qui se sont construites en se rendant compte qu'en fait, c'était la petite fonctionnalité un peu annexe, là, qui était sur le bord du truc, Ouais. qui, en fait, est devenue le cœur du truc. Ouais. Mais le but, c'est plutôt de viser juste au départ. Alors, j'en profite pour raconter une anecdote par rapport à ce que tu dis, je pense que ça peut être intéressant. On se retrouve en 2022, on lève des fonds pour notre entreprise, plusieurs levées de fonds, partout, un petit peu partout dans le monde et on va aller cramer, un demi-million en développement logiciel avec une boîte qui se trouve au Pakistan. Cette boîte, on a l'idée du produit, elle marche bien sur le papier, on a réussi à la vendre. Donc on lève des fonds, on va dépenser cet argent pour concrétiser ce produit et on attend 15 mois. 15 mois de développement avant de pouvoir vraiment tester l'appétence du public. Et on se rend compte que finalement, on dépense 500 000, on attend 15 mois et on a peu d'utilisateurs. Et on n'y arrive pas et on a dépensé énormément d'argent et de temps. Et là, c'est le revers de la médaille. Et c'est et là, je prends conscience mais peut-être que j'aurais dû lancer une version MVP, bêta de ce logiciel pour voir s'il y avait un vrai désir envers ce produit logiciel. Ah bah, on n'existait pas à l'époque, mais on aurait dû se croiser à l'époque. C'est ouais, ton histoire, elle est hyper classique déjà et je pense que on l'a beaucoup croisé. Je l'ai moi-même vécu, en fait, le fait d'outsourcer une équipe en Inde, d'où c'était éclaté au sol le résultat. Ça valait même pas les quelques dizaines de milliers d'euros qu'on a mis dedans Ouais. et ça valait rien et ça nous a apporté aucun business et on a peut-être, échoué la boîte en partie à cause de ça, tu vois? Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens, quand ils ont une idée et qu'ils sont convaincus, ce qui est très, très bien, ils se disent: «OK, maintenant il me faut juste un produit à aller vendre».
Et donc je vais trouver les gens, je vais le faire, je vais lever de l'argent, et cetera, et cetera. En fait, il se cache un peu derrière cette idée que j'ai rien à vendre, donc tant que j'ai rien à vendre, je peux pas avoir d'entreprise. Ouais. En fait, non, il y a plein de manières de tester des idées sans envoyer un demi-million sur la table. Et ça peut être ce qu'on a décrit déjà, de réduire le scope un peu intelligemment. 15 mois de développement, c'est n'importe quoi. C'est vous étiez dans un tunnel noir et là, tadam, tu as un truc qui sort, tu vois? C'est extrêmement long Ouais. et c'est un risque énorme, tu vois, en termes d'argent et de temps, quoi. Hem, je vais prendre une autre anecdote, du coup, pour illustrer mon propos. C'est que dans l'émission que, on monte, qui du coup s'appelle The Unicorn, avec, Joe et mon associé Anto, tous les lundis, ils ont des gens qui viennent leur pitcher des idées, tu vois? Et après un live, il me semble, en fait, dans l'occurrence, c'était sur un autre format d'émission, mais il y a une émission qui est diffusée et il y a quelqu'un dans le public qui la voit, tu vois? Et c'est un vendredi, je crois, et le gars a une idée et tout, il dit: «Ah putain, j'aurais cette idée-là, machin truc, mais j'ai pas de produit, j'ai rien à vendre», tu vois? Et en fait, pendant le week-end, il bosse sur juste une landing page, tu vois, de son idée, qui présenterait le truc en mode, ça fait ci, ça fait ça, et cetera. Ouais. Il ajoute un lien Stripe de paiement, tu vois, pour, pouvoir acheter le truc. Il a rien, hein, il a juste une landing. Et il dit: «Vas-y, bah, pour la tester, je vais aller scraper une base de données des gens qui seraient ma cible là». Il chope 500 emails et il fait une campagne d'emailing sur ces 500 mecs là pendant le week-end, tu vois? Ouais. Et il fait 6 ventes. Et il nous appelle le lundi, tu vois? «Bah, les gars, j'ai là en 48 heures, j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on pourrait, faire un truc, non?» Et moi, je trouve ça exceptionnel. Le mec avec 0 €, il a fait un vrai test de son idée. Oui. C'est contrairement à l'étude de marché dont je te parlais tout à l'heure, qui est un exercice hyper théorique et qui généralement t'apprend pas grand-chose. Là, il a testé qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour acheter son produit. Non, bien sûr. A priori, Ouais. c'est que ça vaut le coup de creuser, tu vois? Et donc voilà, exemple pour montrer qu'il y a aussi l'extrême inverse, tu vois, en matière de Je suis complètement d'accord. Alors la stratégie d'emailing, je ne l'ai pas utilisée, mais c'est plus en mode A/B testing sur LinkedIn ou sur Instagram. Tu développes une landing page, ouais, tu as ta proposition de valeur, même si derrière, il y a encore rien. Tu la mets en A/B testing sur, la publicité et tu vois effectivement le taux de ce qui conversion. marche le mieux, ouais. Aujourd'hui, on a le développement des LLM et notamment pour le développement logiciel. Comment ça a changé ou révolutionné ton approche du développement C'est un truc de logiciel? dingue, c'est un truc de dingue. Depuis 3 ans, je pense que le prix d'une ligne de code, elle a été divisée par un facteur tellement énorme que ça vaut plus rien une ligne de code. N'importe qui, un collégien aujourd'hui, il va sur, Lovable, Hostinger, ce que tu veux, et il peut, coder une plateforme, web, un SaaS, une app, pas de problème. Ça vaut plus rien. Moi, je pense même qu'il y a 10 ans, on disait tous, tu sais: «Il faut former des développeurs, il faut que tout le monde sache coder, et cetera». Ouais, C'est terminé ça. C'est complètement terminé. Personne ne saura coder, ça sert à rien, ça fait chier tout le monde et ça n'a aucun espèce d'intérêt. Ce qui compte, c'est la conception de qu'est-ce que tu veux faire et après tu vas trouver des manières de le faire. Mais le fait de savoir coder dans l'absolu, moi je suis convaincu que ça finira par disparaître et qu'en fait les LLM le feront beaucoup mieux que n'importe quel humain, tu vois? ouais, Et en fait, nous, chez Mired, il y a pas une seule personne dans l'équipe qui est pas boostée à l'IA, tu vois? bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des jobs, si je dois te schématiser, dans un studio, tu vas avoir des chefs de projet, PM, PO, qui eux font la réflexion stratégique sur le produit, quelles fonctionnalités on met, comment on les priorise, comment on fait une roadmap, et cetera. Ils sont un peu au début du processus. Tu vas avoir des designers qui, eux, vont faire les maquettes. Nous, on bosse plutôt dans Figma et dans d'autres outils, qui, eux, vont vraiment faire la traduction de l'UI, UX. Ensuite, tu passes aux développeurs à proprement parler, qui, eux, vont coder en front, en back, Ouais, et tout, ton app. Et potentiellement, tu as les testeurs qui arrivent en fin de cycle, OK. qui eux vérifient que tout fonctionne comme prévu au départ, tu vois? Et donc tous ces gens-là, d'une manière différente, ils sont boostés à l'IA. Ouais, Et leur productivité, je pense qu'elle a été multipliée par un facteur entre 3 et 10, tu bien vois? sûr. Hem, donc là, moi, aujourd'hui, on a recruté beaucoup de monde depuis 1 an et demi, on est passé à quasiment 25 personnes. Mais tu vois, genre, on a live maintenant où je te parle, on a 14 projets live qu'on sort, tu vois? Hem, c'est cool, mais je pense qu'à terme, on pourra en avoir beaucoup plus avec le même nombre de personnes. Oui, Parce qu'on en est encore au début de processer tout ça et de comprendre, bah, comment on tire un maximum des outils IA, hem et on pour laisser chaque spécialité réfléchir, tu vois? Et apporter sa valeur plutôt de manière, OK, stratégique ou humaine et tout, tu vois? ouais, Et tous les trucs chronophages qui étaient juste, en fait, claquer des lignes de code, dupliquer des écrans pour un designer ou écrire des specs, tu vois, pour un PO, un PM, ouais, c'est terminé, en fait. ouais. Donc c'est-à-dire que tu vends des produits qui sont moins chers?
Ouais, on essaye. Pour un MVP, on sort des trucs parfois à 5 000 €, tu vois? Ouais. C'est un truc, je pense, c'était impossible, il y a 5 ans. Un truc fonctionnel et tout avec, un périmètre généralement modeste, ça peut monter plus haut si, tu vois, le truc est plus compliqué, mais je pense que c'est des prix extrêmement abordables. La barrière maintenant d'avoir une équipe de dev qui te sort un produit fonctionnel, Ouais, elle est très, très basse. bien sûr. Il y a beaucoup de promesses aussi du coup, donc faut faire attention parce que parfois des gens te promettent, des MVP en 2 semaines, tu vois? C'est possible, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et qu'est-ce que ça vaut, tu vois? Oui. Et là, tu rentres dans le truc un peu shady de 2 produits ne se valent pas. Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a cette notion de vibe coding, hein, qui a été introduit en 2025. C'est-à-dire, je reste dans mon flow de coding parce que j'ai les LLM et Ouais, du coup, si j'ai un bug, finalement, j'arrive à le résoudre assez rapidement. Le problème du vibe coding, c'est-à-dire que c'est un peu monsieur même tout le monde, peut-être qui va prompter l'IA, utiliser des plateformes grand public, Lovable, Bolt, et cetera, et qui finalement ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Mais s'il y a ouais, un ingénieur logiciel ou un développeur qui vient rentrer sur le code source, il va se rendre compte qu'il y a de la dette technique, qu'il y a du code spaghetti, qu'il y a des duplications de fichiers de configuration, et cetera, à droite à gauche. ouais, Bref, c'est le bordel. Maintenant, il y a une nouvelle notion, ce qu'on appelle le vibe engineering. Et c'est tous ces ingénieurs qui étaient un petit peu bloqués ou résistants, en tout cas, à l'émergence de ces IA et qui le voient finalement, enfin, qui voient une montée en compétence de ces IA et qui se disent, mais utilisons-les, mais de façon méthodologique ouais. et intelligente. Et aujourd'hui, Complètement. je pense que si tu suis une vraie méthodologie, tu as la possibilité d'avoir un produit logiciel assez rapide. Alors, je suis pas encore très d'accord sur le fait que monsieur et madame tout le monde peut développer aujourd'hui un SaaS. Ah ouais? C'est-à-dire, bah, tu utilises Bolt, Lovable, c'est très bien. Mais à un moment, il y a une contrainte qui est Sûr. celui du back-end et peut-être aussi de la dette technique, de la sécurité. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des vrais ingénieurs et des développeurs qui vont regarder ce que monsieur et madame tout le monde ont fait sur Lovable et se rendre compte, ben non, là, il y a des choses, ça va pas, quoi. Je je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend, encore une fois, de quoi on parle. Nous, dans notre univers, où je te dis, on fait beaucoup de MVP, on part de zéro. Il y a pas de dette technique et cetera. De toute façon, tu pars de zéro, tu as rien Ouais, et tu vas aller tester très vite une idée. Dans ce genre de cas, Lovable, Bolt et tout, c'est incroyable. C'est une chance de dingue pour des gens qui ont juste une idée et pas de moyens, de créer un truc et d'essayer de le vendre. ouais, Donc pour eux, c'est phénoménal et ça fait largement le travail jusqu'à une certaine masse critique, de user ou de charge, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et là, après, tu bascules sur un truc plus solide, tu changes peut-être ton stack, que ce soit en front ou en back, mais tu fais les trucs pas à pas, tu vois? Ouais. Hem, Si tu es une entreprise établie, tous ces trucs-là, je pense qu'ils t'aident pas du tout, tu vois? Ça sert à rien, si tu as un produit qui tourne déjà et qui existe depuis 15 ans, je sais pas trop ce que tu vas en faire, tu vois, de ces Ouais, tools-là, tu vois? bien Du sûr. peut-être chercher, je pense qu'il y a des usages, tu vois? Je connais moins, mais hem, je vois que tu as utilisé pas mal de termes techniques sur, le code spaghetti et tout. C'est clair qu'eux, ils ont plutôt des problèmes de nettoyage, De documentation, d'optimisation, ouais. tu vois? De streamliner au contraire tout Oui, ça, ouais, ouais, parce qu'ils ont des empilements de couches, plus ou moins propres ouais. et donc eux, leur enjeu, il est ailleurs, tu vois? Et donc nous, sur notre population très entrepreneur qui veut aller vite et où le temps, c'est de l'argent au sens où, chaque jour gagné, Bien sûr. compte beaucoup, c'est des outils de ouf. Ouais, ouais. C'est-à-dire que vous utilisez, vous, Lovable, pour, créer des produits go to market pour vos clients? Alors non, on le fait pas parce que nous, on utilise des stacks plus traditionnels, mais en fait, tu utilises des outils qui vont te pré-coder, tu vois? Tout. Oui, On prend l'exemple de, tu vois, on bosse dans Figma. ouais. Tout est Figma, ensuite, ils sont transformés directement en code, prêts à être intégrés, tu Ouais, vois? ouais, Et ça, c'est en partie, grâce au LLM. ouais, Ensuite, quand tu vas intégrer ton code, tu vas pouvoir checker ton code, il va s'auto-vérifier ouais, et tous ces trucs-là, c'est des trucs déjà qui sont pas spécialement agréables à faire pour qui que ce soit bien sûr. et maintenant tu peux t'assurer d'un grand degré de, tu vois, de qualité Ouais, là, je suis d'accord, hein. où Oui, et c'est c'est un VS Code qui est alimenté, en tout cas, par l'IA et comme ça, ton équipe, elle peut se concentrer sur des trucs déjà qui leur fait beaucoup plus kiffer et mettre du jus de absolument. cerveau ailleurs, tu vois? Et moi, je suis bien plus confortable comme ça, en tout cas, tu vois? Donc ce sont des MVP qui se vendent moins cher. Je pense que pour l'entrepreneur également, c'est une résistance en moins, hein. C'est-à-dire avoir à dépenser, 50 000, 100 000 pour un MVP, maintenant, je pense que ça va plus se voir et l'entrepreneur peut aller maintenant d'échec en échec, on revient à l'idée initiale, pour voir s'il y a une appétence, du public. Est-ce que c'est pour autant que tu fais moins de marge sur ce que tu vends? Est-ce que tu relis moins sur les humains, mais plus sur les machines, du coup? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a une notion d'absolu. Si tu vends un projet à 5 000 €, dans tous les cas, tu es pas là pour gagner de l'argent. Tu es là pour, initier, bah, un projet avec quelqu'un et faire en sorte que ça marche pour lui et Oui, qu'ensuite
tu puisses bosser sur le long terme ensemble. Je suis d'accord, ouais. Donc nous, la stratégie, c'est plutôt, d'aider des gens au départ avec des budgets très modestes Ouais, et de bien choisir les projets sur lesquels on bosse oui, pour qu'ils aient du potentiel et qu'ensuite on aille loin ensemble. oui, J'ai dit en intro que nous, on est un studio de développeur et un startup studio. oui. En fait, on bosse en presta, mais aussi on bosse en association. C'est-à-dire OK. qu'on peut il y a des gens qui viennent juste avec une idée, un PowerPoint, on peut dire: «OK, on s'associe, on monte la boîte à 50-50 et tu auras pas un seul centime à débourser, on s'occupe de toute la partie technique». Mmh. Et ça, c'est une autre aussi manière qu'on a de bosser et du coup, on est investisseur dans la boîte et du coup, là, on bosse ensemble sur le long terme et Ouais, là, tu as plus vraiment de sujet de budget, tu as plutôt ouais, un ouais. sujet de: «OK, c'est quoi les bons trucs à faire pour que ça marche?» tu vois? OK. Et c'est très intéressant quand c'est comme ça aussi. Hem, donc non, pour ta question initiale, les budgets ont réduit, mais à la fin, il y a quand même une notion de, faut que le projet marche pour qu'à la fin, ce soit intéressant pour tout le monde. Ouais, C'est pas juste parce que tu sors un MVP de à 5 000 balles que tu es content, tu vois? Tu es bien content sûr. si le truc il marche. Ouais, clair. Aujourd'hui, vous avez lancé une chaîne Twitch aussi? On Un l'a pas peu? lancé, c'est, on mon associé Anthony bossait dans la finance de marché avant et il a bossé avec quelqu'un qui s'appelle Marc, qui a une chaîne qui s'appelle Jocaris. Donc ça OK. parlera sûrement, peut-être à des gens si vous connaissez, la finance de marché et cetera et on lui a proposé une idée cet été, qui était de faire un peu un «Qui veut être mon associé?» mais sur sa chaîne Twitch avec un truc, en live. Donc c'est tous les lundis à 19h et c'est des candidats qui viennent pitcher leur idée, présenter où ils en sont, hem et l on l'a appelé The Unicorn, donc convaincre que ça aurait le potentiel de scaler jusqu'à devenir une licorne. Mais surtout, c'est une chaîne pour vulgariser l'entrepreneuriat et montrer à tout le monde que n'importe qui peut entreprendre aujourd'hui, en particulier si tu as une idée qui touche au digital. OK. Donc ouais, on en est au 5e, 6e Ouais. épisode là, et le but, c'est que ça dure là jusqu'au 1er décembre, où on aura la finale de tous les candidats OK. et on verra qui aura remporté, la première saison de The Unicorn. Donc il y a un jury? Il y a un jury qui est pour l'instant composé de 2 personnes, donc c'est Jocaris et Anthony, mon associé OK. et pour le 1er décembre, on bosse sur un format un peu spécial avec un jury un peu élargi, Ouais. et des guests, un peu connus dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment ça se fait? C'est dans un studio que vous louez ou c'est en mode cam? C'est Alors c'est c'est quoi le le studio de Joca, en fait, lui il a d'autres émissions aussi, qui tournent, je suis pas forcément je vais pas dire de conneries sur les dates et tout, mais il a différents formats, en fait, notamment Métier de rêve, qui est un truc qui marche super bien, où en gros, il permet aux gens qui cherchent un stage dans la finance à la base, non, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Métier de rêve, il interviewe des gens, en fait, OK. pour un peu, bah, montrer leur métier OK. et c'est de plus en plus varié d'ailleurs, je pense allez voir ce qu'il fait sur sa chaîne, OK. c'est aussi sur YouTube, mais c'est très, très cool OK. et l'idée, c'était aussi de bosser sur sa en fait, il a une audience qui, on savait, était, sensible au sujet de l'entrepreneuriat, tu vois? Ouais. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on a un peu connecté les points entre ce qu'il avait fait avant et ce concept sur The Unicorn plus très entrepreneuriat, et on est super content parce que ça marche, super bien donc si vous voulez aller jeter un œil, les lundis à 19h sur Twitch, venez, sinon il y a les replays sur YouTube. Pour parler de toi, avant, ton aventure entrepreneuriale ou avant ces 2 sociétés, qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait un passage enfin, j'ai fait des études d'économie moi et après, spécialité marketing Ouais. et en gros, j'ai bossé dans des grosses boîtes, très, grande consommation. Donc j'ai bossé chez Bic sur, les Les stylos? stylos, Tipex, Velleda, les briquets Ouais. et j'ai bossé ensuite chez British American Tobacco OK. sur toute leur catégorie, cigarettes électroniques OK. et donc j'ai passé 4 ans, dans le marketing produit quoi, pur et dur. OK. Ça t'a nourri aujourd'hui? Tu en gardes des bonnes expériences? Je me disais toujours, j'ai envie d'aller dans des grosses machines qui fonctionnent pour comprendre comment ça se passe et ensuite, j'irai tenter le coup, différemment, quoi. OK. Donc j'ai appris des trucs, mais je m'ennuyais un peu honnêtement, même si j'aimais beaucoup le job que j'avais, de chef de produit, marketing et donc c'est, 2018, où je demande à mon entreprise, de partir. Je leur dis: «Bah, les gars, moi j'ai un projet». À l'époque, je voulais monter une guest house de surf aux Philippines et donc je leur explique, ils me disent: «Ah ouais, c'est cool, ouais. Bon par contre, du coup, faut que tu démissionnes», tu vois?
Bah, ça m'arrange pas trop parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Ouais. Une fois du ce qui chômage, m'arrangerait, ben c'est qu'on se mette d'accord et que voilà, si je pars au chômage, voilà, je reste le temps qu'il faut, je fais une passation, truc, machin. Ouais, 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 OK, on va voir. Et les discussions, tu vois, elles durent plusieurs semaines, machin et tout, ça s'enlise, c'est la galère, ils me foutent un peu, une bonne douille quand même, en vrai. Puis au bout d'un moment, ils disent: «Bon Théo, arrête de nous demander, tu auras pas de rupture co, machin, soit tu démissionnes, soit, voilà, y a pas de discussion». Je fais: «Ah OK». Donc, et tu sais, j'étais, ce qu'ils appelaient, high potential. Tu sais, ouais. quand ils te mettent un peu la carotte en mode, «Ouais, toi, c'est pour les prochaines promotions, c'est ces gens-là qui les auront». Tu sais, ils essaient de te mettre un peu le grappin dessus comme ça. Je dis: «Ah ouais, donc c'est-à-dire que j'ai fait du bon taf, je suis high potential, mais quand moi je vous demande un peu de rendre, parce que maintenant j'ai un projet qui sort de vous, bah, il y a plus personne». Et il dit: «Ouais, ouais, ouais, c'est ça en fait, bah, si tu veux te barrer, tu te barres». Je fais: «OK, pas de problème». Donc là, je commence un peu l'opération, sabotage, tu vois? Je commence à venir à 11 heures au taf, je fous les pieds sur le bureau, je vais pas dans des réunions, je fais Ouais. vraiment le petit Ouais, tu vas con, te tu faire vois? virer. Vraiment ouais, ouais, je «Ah non les gars, vous voulez rentrer en guerre, il y a pas de problème, je vais faire la merde». Ça dure 1 mois, 2 mois, c'est long, tu vois? Vraiment quand tu as bien bossé, tu avais une bonne image et tout et là tu commences à te saborder, franchement Ouais. psychologiquement, c'est chaud, tu vois? Et à cette époque-là, l'abandon de poste pouvait être requalifié en, licenciement, tu sais? Si c'est finalement l'entreprise qui te virait, tu vois? Ouais. Et donc j'ai fini un vendredi comme ça sur un coin de table, me dire: «Bon, écoute, ça va être mon dernier jour ce soir». Et donc je fais le tour de l'open space. Je dis à tout le monde: «C'est mon dernier jour. Je voilà, j'arrête aujourd'hui, j'arrête», tu vois? J'avais absolument rien signé, rien dit et Ouais. tout. Je vois mon directeur marketing, je fais: «Ah Mauricio, merci pour tout, excellent, pour tout le taf. C'est mon dernier jour, hasta luego», tu vois? C'était un Mexicain. Et voilà, j'organise un pot de départ en bas du bureau dans un bar, en bas de la tour, tu vois? Et je fais: «Bah ouais, mais Théo, tu te barres et tout, tu signé quoi? Tu barres comment et tout?» Je fais: «Ah, je me barre, c'est fini», tu vois? J'en dis pas plus. Et les RH me disent: «Mais Théo, tu fous de notre gueule, tu te barres et tu dis à tout le monde, tu fais un pot de départ. On a rien signé, je fais: «Ouais, mais vous verrez, c'est mon dernier jour, vous me reverrez plus». Tu as même eu le cran de faire le pot de départ. Bien sûr, c'était important et je ne suis jamais revenu et du coup, ils ont fini par me virer OK. et j'ai pu partir, monter la 1re boîte, comme ça. Donc voilà, vous ne pouvez plus le faire malheureusement puisque maintenant c'est considéré comme une démission, donc voilà, OK. il y a prescription, c'était une autre époque. OK. Et après alors du coup, tu utilises le chômage justement, tu cette Ouais, c'est en vrai, c'est un truc de fou, mais tu sais, on dit souvent que le chômage, c'est le premier sponsor en France de l'entrepreneuriat, ouais, mais c'est vrai que c'est grâce à ça au début, parce que au début, tu connais rien à l'entrepreneuriat, donc tu dois passer du temps à, rencontrer des gens, chercher des trucs. Nous, on a essayé de monter une boîte en plus en Thaïlande, et à Singapour, à l'autre bout du monde, en Philippines, Asie. Thaïlande, ouais. En fait, je suis jamais allé aux Philippines de ma vie. Je suis allé, voir un Anthony qui était aussi un pote d'université à la base. Il me dit: «Ouais, les on monte un truc en Thaïlande avec des associés, machin, il nous faut un mec qui fasse du market». Ouais. Je suis allé en Thaïlande pendant 2 semaines et j'ai jamais foutu les pieds de ma vie en Philippines. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je suis jamais allé aux Philippines de ma vie OK. et on a monté la première boîte, comme ça un peu sur, OK. ça c'est aussi comme ça, tu vois? C'est les opportunités, les rencontres, faut que les timings s'alignent et là, c'était le timing donc let's go, quoi. Alors on parlait des échecs, est-ce que avant de monter ces 2 sociétés, Ah tu bah as là, monté on en a un différents beau. Il y a encore des gens qui bossent dessus, donc je vais pas, donner le nom de la boîte et tout, mais en gros, c'est une boîte hyper intéressante. On avait sourcé en gros un chercheur qui bossait sur un spectromètre. Un spectromètre, ça permet de faire des analyses, notamment de sang et d'urine. Et on avait décidé d'appliquer sa techno, à de la médecine préventive. Donc en gros, tu peux avoir sur ta table de nuit, un appareil qui faisait la taille de mon poing et où en 90 secondes, tu pouvais faire des résultats, enfin avoir des analyses de sang et d'urine OK. et te les faire tous les matins si tu avais envie, tu vois? La techno était dingue et pour rappel, hein, aujourd'hui, si tu dois faire ça, tu vas dans un labo qui envoie ton petit, échantillon de pipi là, à un autre labo qui t'envoie 24 ou 72 heures après ton résultat par mail ou par, la poste, tu vois? Bref, en termes d'expérience, c'est pas dingue, tu vois? Donc on s'est dit: «Mais putain, l'innovation, elle est dingue et on va essayer de la démocratiser», tu vois, déjà. Et après, on s'est dit: «Mais c'est ouf parce que si tu fais ça, en fait, ça ouvre la porte à plein de trucs». En fait, par exemple, pour un médecin, tu peux suivre, bah, certains marqueurs dans ton urine et dans ton sang pour voir si, bah, tout va bien et cetera et si tu dois aller prendre rendez-vous avec le doc, mais parce que tu as vu des choses concrètes dans tes analyses, tu vois? Bref, ça ouvrait la porte à plein de trucs. On a levé un demi-million sur cette idée-là et ça a été une aventure de ouf. Le problème, c'est que on a fait appel à une équipe, complètement broke, d'Indiens qui a fait un produit qui était, totalement nul. On n'a pas trop compris l'histoire du go to market et que le commercial, c'était important et au bout, finalement, de à peine 1 an et demi, 2 ans, on n'avait plus de fonds et on était 4 associés et du coup, bah, ça marchait pas, quoi. Et c'est à ce moment-là, fin 2019, que nous, on décide de rentrer en France avec Anthony et de monter ce qui est devenu Myriad, après. D'accord. Anthony, un mec que tu as rencontré sur ton parcours, c'est un ami? Ouais.
Anthony, on s'est rencontrés à Dauphine, à l'université ensemble, en 2e année et en cours de sociaux, un jour, on se dit, on papote, tu vois? On bavarde au fond de la classe, parce que la socio, c'est pas non plus tout le temps passionnant et il me dit, «Eh mec, c'est quoi ton objectif dans la vie plus tard et tout?» Je dis: «Bah ouais, moi j'aimerais bien, gagner bien ma vie et tout, je sais pas, tu vois, kiffer la vie quoi». Il fait: «Ah ouais, moi, j'aimerais bien être milliardaire», il me dit. Pas millionnaire, hein, il me dit: «Milliardaire». Ouais, Multi-milliardaire. évidemment, évidemment, tant qu'à faire. Il fait: «Ah ouais, vas-y, moi ça me chauffe et tout» et il fait: «Bah Comment tu sais comment on quoi?» fait? Et il me On dit: va «Bah tu sais chercher quoi sur mec? Un YouTube. jour on monte une boîte ensemble et on se tape la main comme ça, tu vois, à 19 ans, sur les bancs de l'université». Il me l'a bien rappelé, 8 ans plus tard quand on s'est recroisés avant d'aller Ouais. en Thaïlande et donc c'est pour l'anecdote mais c'est comme ça qu'on a monté, Ah cette ouais. boîte, c'est quand, quand lui il a décidé d'aller chercher son milliard. Ouais. Bah, alors milliards d'euros ou milliards de bahts thaïlandais? Ah ouais, non, Parce que non, là non, non, c'est milliards d'euros, t'inquiète, milliards de bahts, ça m'intéresse pas. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, au niveau de tes boîtes et personnel? Hem, Bah, de continuer je pense que quand tu es entrepreneur, tu as un trait de caractère assez commun, tu as, la curiosité, tu vois? On est drivé par l'envie, bah, tu sais, tu l'as dit, de résoudre des problèmes, et toujours, essayer de capter des trucs qui changent dans le monde et comment tu peux avoir un rôle dans tout ça. Donc je pense que c'est précieux parce que tu peux la perdre, ta curiosité et notamment parce qu'en fait, tu te prends, bah, quand même un certain nombre de volets, de déceptions, tu vois, d'épreuves. Donc bah, souhaite-nous de garder la curiosité et de surtout de faire fonctionner les projets qu'on a actuellement en pipe. Ça fait finalement, tu vois, pas si longtemps que ça qu'on est sur Zetos Ouais. et on est encore en train de trouver notre voie entre les gens, qui on a investi, ceux qu'on accompagne, l'équipe qu'on fait monter. L'histoire de mon château de cartes là, elle est valable pour nous aussi, hein, tu vois? Pour l'instant, on a mis un peu de sable sur la base. Tu peux me souhaiter qu'on mette peut-être un peu de ciment, tu vois, dans tout Ouais. ça et que ça soit du solide. Je te remercie en tout cas pour cette interview. C'était hyper intéressant de voilà, d'avoir ton parcours, on parlait d'échecs en tout cas, que tu as trouvé, cette voie, même s'il y a encore d'autres choses à tester et les nouvelles technologies vont peut-être aussi faire évoluer, tes différentes entreprises. Quel est le mot pour toi? Le mot de fin en tout cas? Le mot de la fin? Hem N'ayez pas peur d'échec. C'est plus important de savoir rebondir que d'essayer de contrôler le monde autour de vous. Merci.